Bonjour à toutes et à tous. Julien Bargeton, président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je suis ravi de vous accueillir ici, d'accueillir cet événement très important pour la CROFREX. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine, c'est le plus grand musée d'architecture du monde. Ça a donc 23 000 m². Ça a donc beaucoup de sens que cette opération se déroule ici aujourd'hui. Nous en sommes très fiers, très heureux et très honorés. Jacques, je te cède la parole tout de suite. Cher Julien, Monsieur le Président, merci pour votre accueil à la Cité de l'Architecture qui fait effectivement beaucoup de sens. Pour nous, pour la CROFREX en particulier, nous y passons beaucoup de temps depuis quelques mois. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Nous sommes exactement un an après la présentation de l'architecture du pavillon France, le 9 janvier 2024, au Quai d'Orsay. Un an après, je pense que le temps est venu, à quelques semaines de l'ouverture de l'exposition universelle Osaka 2025 au Japon, de pouvoir vous dévoiler non pas uniquement la beauté extérieure, mais la beauté intérieure du pavillon. Parce que les images valent mieux que les discours, je vous propose de regarder ensemble un court film de présentation de ce qu'est l'expérience du pavillon. Alors, ce n'est pas le film de l'exposition telle qu'elle sera installée, c'est encore une présentation virtuelle de ces espaces en mode conception, tels que certains d'entre vous ont pu la découvrir ou vont la découvrir au Téléport. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le président de la République, Emmanuel Macron, accompagné de Sophie Marceau, marraine du Pavillon France, et des parrains Antoine Dupont et Teddy Riner. Bienvenue. Monsieur le Président, Madame la marraine, Messieurs les parrains, je vous souhaite la bienvenue à ce lancement. Vous avez souhaité être présent pour marquer votre soutien au Pavillon France. Et je vous en remercie. Vous avez souhaité aussi, Monsieur le Président, que le pavillon s'entoure de parrains et de marraines de très grande visibilité et qui ont chacun une reconnaissance exceptionnelle au Japon. Bienvenue donc à Sophie Marceau, Antoine Dupont, Teddy Riner et Léa Seydoux, qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Alors je ne vais pas vous les présenter parce que je pense que vous les connaissez tout autant que moi, mais nous sommes ici pour autre chose. Monsieur le Président, chers parrains et marraines, je vous invite à un moment d'amour. Un moment d'amour, car comme vous le savez, notre pavillon est un hymne à l'amour. Il se trouve que dans la tradition japonaise, le symbole de l'amour est l'akaito. L'akaito, c'est-à-dire un fil rouge qui relie, comme un lien éternel, les personnes qui s'aiment. C'est donc ce fil rouge, cet akaito, qui est le conducteur du pavillon.
Vous savez, l'amour est un sentiment universel. Mais je pense qu'il nous identifie bien aux yeux des étrangers, nous les Français. Alors, je vous invite, Monsieur le Président, chère marraine et chers parrains, à effectuer ce geste d'amour dont je vous rassure qu'il n'est pas compromettant. Chaque été, les Japonais célèbrent la fête du Tanabata. Cette fête des amoureux, elle raconte en fait une rencontre annuelle entre deux amants qui sont séparés le reste de l'année, évidemment parce que c'est une princesse et un berger, et on comprend les préjugés derrière tout cela. Et cette fête donc symbolise leur rencontre une fois par an. C'est un symbole d'amour et d'espoir pour tous les Japonais. Et pendant cette fête, il y a une tradition, c'est que chacun écrive un vœu sur un tanzaku. Il l'accroche à un bambou, que vous voyez ici. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que nous fassions tous un vœu d'espoir, un vœu d'amour, et que ce vœu que nous allons prononcer, que vous allez prononcer, je vous propose de le dédier au pavillon France à Osaka et au renforcement de l'amour et de l'amitié entre le Japon et la France. Afin de procéder à ce geste collectif, je pense qu'il faut mieux faire appel à un vrai connaisseur de l'amour au Japon. Donc j'invite Makita Shimokawa, monsieur l'ambassadeur, à nous indiquer en quelques mots, pour vous, quel est l'esprit de cette fête et quel est l'esprit de cette manifestation des Tanzaku. Je vous en prie. Oui, alors, comme a été expliqué, c'est une soirée unique pendant l'année pour la rencontre d'un couple séparé dans le ciel par la Voie lactée. Et donc, ce jour-ci, le 7 juillet, est la seule occasion qu'ils puissent se retrouver. Et c'est donc devenu une occasion pour faire le souhait, le vœu, écrit dans un papier pour le mettre sur le bambou nain. Voilà. Bien, monsieur l'ambassadeur, maintenant j'invite à ce que vous preniez possession de votre tanzaku. Et je vous invite aussi à nous dire, à nous tous, qui sommes les amis du pavillon France, quel est le vœu que vous souhaitez exprimer en direction du pavillon. Que l'exposition 2025 et le pavillon France deviennent le lieu de rencontres heureux et amoureux. Merci. Je vous invite à accrocher votre tanzaku. Chère marraine, chère Sophie Marceau, vous avez évoqué dans votre message un certain nombre d'attentes par rapport au pavillon. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi, aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez pour ce pavillon et quel est finalement votre message vis-à-vis des Japonais? Merci, bonsoir. Mon message est tout simple. Pour moi, j'entends exposition universelle et le mot qui m'interpelle le plus, c'est l'universalité. Et je serais très heureuse de me retrouver au Japon, mais finalement de me retrouver là où tout le monde se retrouve pour partager, pour échanger, et pas pour faire la guerre, et retrouver une belle harmonie. Et ce sera donc aussi mon vœu pour cette exposition, et aussi pour, très modestement, un peu pour le reste du monde. Merci. Vous savez effectivement, chère Sophie, que l'hymne à l'amour du pavillon France est un amour de soi, un amour des autres, qui signifie l'inclusion, le respect des autres, un amour de la nature. Effectivement, ce n'est pas l'amour étroit tel qu'on peut le ressentir dans un rapport individuel. C'est beaucoup plus large que ça et je suis très heureux que cela fasse écho à votre souhait. Cher Antoine Dupont, vous avez évoqué, quand vous vous êtes exprimé au sujet du pavillon, que le rugby était un sport de valeur. J'aimerais savoir quelle valeur vous souhaitez que porte le pavillon et quelle valeur vous souhaitez exprimer à travers votre vœu.
Bonsoir à tous. Je pense que si j'aime autant ce sport que le rugby, c'est notamment de par les valeurs qu'il véhicule, l'entraide, la solidarité, l'esprit d'équipe, le respect. Ce sont autant de valeurs que j'aimerais qu'ils soient véhiculées au sein du pavillon, sans oublier le fameux French Flair, cette capacité qu'ont les Français à innover dans tous les domaines en respectant son patrimoine et son savoir-faire. Donc mon vœu irait dans ce sens, respecter et insuffler toutes ces valeurs en essayant d'inspirer et d'unir tous ceux qui passeront sur le pavillon. Merci. Je souhaite au pavillon France à Osaka un immense succès, que les valeurs d'esprit d'équipe, de fraternité, de respect et de performance nous inspirent tous et unissent tous ceux qui visiteront l'exposition et le pavillon France. L'équipe de France du pavillon, c'est aussi une équipe de rugby, c'est vrai. De temps en temps, on est dans la mêlée. Quelquefois, il y a des échappées à droite et à gauche, mais on se retrouve tous pour marquer l'essai à la fin de la journée. Je vais vous demander aussi également, puisque vous savez que nous avons une 4e marraine qui est Léa Seydoux. Nous avons effectivement la parité dans nos parrains et nos marraines. Léa Seydoux peut pas être là aujourd'hui, mais Léa a demandé effectivement à ce que Antoine puisse déposer son vœu. Est-ce que vous pouvez indiquer quel est le vœu de Léa et nous le déposer ? Non, c'est à M. Dupont. Je parle en son nom, évidemment. Je suis absolument ravi et enchanté d'être invité en tant que marraine du pavillon France à l'exposition universelle d'Osaka 2025. Je suis impatiente de découvrir et de partager les innovations et les expériences exceptionnelles de cet événement historique. Bravo Léa. Merci, merci cher Antoine Dupont. Monsieur le Président. Pardon, Teddy. Je ne peux pas dire que je ne vous avais pas vu, ce serait mentir. Cher Teddy, on peut dire que vous êtes carrément chez vous au Japon. Et que quand on a effectivement en tête de savoir qui peut incarner une certaine présence française dans l'esprit des Japonais, et notamment de quelques millions de Japonais pratiquants, vous arrivez effectivement immédiatement en tête. Alors, vous qui êtes chez vous au Japon, qu'est-ce que vous voulez leur dire et qu'est-ce que vous voulez que le pavillon France leur dise à nos amis japonais? Je pense qu'ils nous feront un bel accueil. Je pense que l'image de la France à l'international est très importante. Le savoir-faire, l'excellence. Et de combiner les deux, ça va être quelque chose juste d'incroyable, puisque le Japon sait recevoir, sait mettre les petits plats dans les grands. Et il faut savoir une chose, c'est que le Made in France au Japon est juste exceptionnel. On est très, très bien vu. Voilà. Merci. Et alors, mon petit vœu, c'est que la France porte à Osaka un message fort. L'amour et l'inclusivité sont les clés d'un monde où chacun peut se tenir debout avec fierté et dignité. Monsieur le Président, vous n'échapperez pas à la prise de parole, j'en suis désolé. Bon, vous avez une connaissance des expositions universelles, vous en avez vu quelques-unes. Celle-ci est particulière. Ce pavillon de l'amour est un peu un pas de côté par rapport à la tradition. Vous avez appuyé ce message sur l'amour. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez porter, en fait, à la fois ici et au Japon, à travers ce pavillon? Merci beaucoup. D'abord, très heureux d'être avec vous toutes et tous aujourd'hui. Merci, Madame la Ministre, Monsieur le Président, de nous accueillir dans cette magnifique cité. Et l'architecture au cœur de nos ambitions et aussi du projet que nous portons. Et je suis très heureux qu'on puisse se retrouver dans ce lieu magnifique, même si vous n'en voyez pas toutes les merveilles forcément là, mais j'espère que dans vos cheminements, en sortant de cette salle ou en y arrivant, vous avez pu en profiter. Ensuite,
Je voulais être là avec mon épouse pour d'abord vous remercier toutes et tous. Parce qu'une exposition universelle, c'est en effet un rendez-vous important où une nation vient à la fois échanger avec le reste du monde, mais exposer ses trésors, ce qu'elle sait faire de mieux, de plus beau. Et donc je veux vraiment remercier d'abord vous-même, monsieur l'ambassadeur, cher Jacques, et tout le travail des équipes, la COFRAX et de tous ceux du Quai d'Orsay qui ont entouré, remercier les élus qui sont là et qui évidemment ont accompagné ce travail, et remercier les partenaires qui sont présents aujourd'hui, parce que c'est un effort de l'État, mais il y a des partenaires privés qui sont très engagés, et je veux les en remercier, LVMH, AXA, les Vins d'Alsace, Nirafarm, Dassault Systèmes, comme principaux partenaires, mais il y a beaucoup d'autres partenaires qui se sont joints et qui sont là, et merci de former une équipe de France qui permet à ce projet d'advenir et à ce message d'être célébré. Et puis je veux remercier évidemment nos marraines et parrains, parce que vous avez construit par votre talent une notoriété au Japon et un amour de la France. Sophie, en étant tant aimée par le public japonais et en ayant marqué son imaginaire et en ayant été le visage de l'amour pour tant et tant. Antoine, en ayant porté un sport qui est très populaire et en ayant fait partie des quelques-uns rares qui ont su d'ailleurs le jouer à plusieurs formats, et nul n'oublie ici que vous avez accepté aussi d'aller au rugby à 7, qui est parfois plus populaire dans la zone Pacifique, et vous gagnez dans les 2 catégories. Et là aussi, vous avez fait respecter le maillot tricolore et l'amitié. Quant à Teddy, je ne sais pas s'ils vont totalement le laisser rentrer, parce que Naté m'oblige à dire qu'aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, ça s'était bien passé. On n'avait pas raflé autant de médailles en simple, mais il avait gagné, arraché avec toute l'équipe, la médaille collective au Japon. C'était terrible. Il comptait sur la revanche. Et c'est quand même lui, avec le reste de l'équipe, qui a permis de la garder face au Japon en France. Donc elle va avoir un goût un peu particulier quand même, cette présence. Mais je crois une 50aine de visites au total et de voyages au Japon, ce qui scelle cette amitié. Et Léa fait partie aussi des grandes artistes qui sont connues et reconnues. Et donc je veux vraiment vous remercier tous les 4 de mettre votre talent, votre image au service de ce pavillon. Et monsieur l'ambassadeur, à travers vous, la France remercie évidemment le Japon. J'ai eu la chance d'être à Osaka pour un G20 il y a quelques années. C'était un autre monde, le Covid n'était pas là, les guerres qui sont apparues n'étaient pas encore présentes, mais Osaka est un peu la Marseille du Japon, si je puis m'exprimer. Une ville méridionale qui vibre et qui va accueillir le monde, je le sais, avec beaucoup de générosité. Et je veux vous dire combien, en tout cas, nous sommes heureux de nous y rendre, avec ce pavillon, avec ce message d'amour qu'a rappelé monsieur l'ambassadeur à l'instant, et ce que l'équipe ici constituée, avec ses partenaires, représente. Voilà ce que je voulais simplement vous dire. Une très grande fierté, ma gratitude à toute cette équipe de France et ses partenaires qui rendent cela possible, et mes remerciements sincères à nos amis japonais. Je vais maintenant faire comme tout le monde. Et moi je dis que le pavillon France soit le symbole vivant des liens de culture, de prospérité et d'amitié entre la France et le Japon. Merci beaucoup. Bien, je vous invite maintenant tous à nous retrouver au sein de la scène pour une petite photo. Et puis ensuite, on demandera aux partenaires Gold de venir dans un deuxième temps. Qu'est-ce qu'il y a ? Brigitte, Madame la ministre. Tant qu'on ne dit rien, il ne faut rien faire. Mais non, mais... Pardon. Venez les partenaires. Donc, Monsieur Fleischer pour le CIVA, Madame Maïté Bruno pour Ninafarm, Antoine Gosset-Grinville pour AXA, et je demande à Marc-Antoine Jamet ainsi qu'à Julien Bargeton de venir pour la photo. Serge Fleischer des Vins d'Alsace. Vous étiez à Colmar ce week-end. Exactement. Vous avez eu un très bel après-midi alsacien. Moi, ce que je préfère, c'est le rouge d'Autre. Ah, bah, ça. On en aura un. Si vous venez au Japon, vous pourrez.
Bien, je vous remercie. Merci. Merci à tous. Bravo à tous. Monsieur l'ambassadeur, je vous laisse la parole. Monsieur le Président de la République, Madame la ministre de la Culture, Messieurs, Mesdames les parlementaires élus, Monsieur le Président de Cité d'Architecture, Monsieur le Président de Cofrex, Mesdames, Messieurs, c'est un immense honneur d'assister aujourd'hui au lancement du pavillon France de l'Expo 2025 Osaka Kansai. Un honneur d'autant plus grand que nous sommes au palais de Place de Trocadéro, lieu emblématique de l'histoire des expositions universelles. Le Japon a entamé sa modernisation avec la restauration de Meiji en 1868. Sa participation à 3 expositions universelles à Paris à la fin du XIXe siècle a non seulement propulsé cette modernisation, mais a aussi marqué la naissance et puis l'essor du japonisme en France. Seulement 68 jours nous séparent de l'ouverture de l'Expo 2025 Osaka Kansai, le 13 avril. Sur l'île de Yumenoshima à Osaka, cette immense structure en bois du Grand 3, les pavillons des nations et des organisations internationales prennent progressivement forme. Derrière le thème « Concevoir la société du futur », imaginez votre vie de demain. Il y a la volonté de faire appel aux nouvelles technologies et à des idées novatrices pour relever les défis mondiaux que sont le changement climatique ou le bien-être humain. Pour dire les choses simplement, l'Expo 2025 sera un laboratoire du futur. Et c'est grâce à vous qu'il voit le jour, puisque la France a été l'un des partenaires les plus essentiels de cette exposition, jouant un rôle clé, notamment par le biais de Cofrex. Je tiens à ce titre exprimer ma profonde gratitude pour notre collaboration étroite et pour le travail remarquable effectué jusqu'ici dans la réalisation du pavillon France et de ses expositions. J'aimerais enfin saisir l'occasion de cette soirée pour vous inviter chaleureusement à profiter de votre séjour pour découvrir, en plus de Osaka et de la région de Kansai, la diversité des autres régions que le Japon a vu offrir. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur l'ambassadeur, cher Makita. Nous sommes main dans la main depuis 2 ans, car comme vous le savez, un pavillon n'est pas un long fleuve tranquille. Ce sont des rapides. Nous sommes à 68 jours de l'exposition. Vous voyez, dernier mois, quelque chose d'un petit peu effrayant. C'est l'état actuel du chantier sur l'île artificielle de Yumeshima. Mais si je vous dis qu'il n'y avait rien au-dessus du sol il y a 5 mois, ça vous rassure un petit peu peut-être. La progression du bâtiment est spectaculaire, jour et nuit, 20 heures sur 24, les équipes travaillent. Mais c'est vrai que quand on voit le travail qui reste à faire, on a quand même quelques vertiges. Je voudrais, Monsieur l'ambassadeur, saluer le Japon pour son audace. Parce qu'organiser une exposition à Osaka, après Osaka 70, après Tsukuba 84, après Aichi 2005, dans un climat si difficile, dans un moment où certains États se replient sur eux, vous avez décidé de nous inviter à un moment exceptionnel. Les expositions universelles, je salue à cette occasion
Alain Berger, le président du BIE, qui est parmi nous, ainsi que Dimitri Kerkenses, le secrétaire général, le savent. Ces expositions sont toujours des moments magiques, des moments qui célèbrent les progrès de l'humanité, qui soufflent un vent d'espoir, car chaque nation apporte ses talents en matière d'architecture, de scénographie, de design, d'art, de sciences ou d'innovation technologique. Eh bien, cette fois-ci, les Japonais nous ont fait un cadeau magnifique. Et ce cadeau, c'est l'emplacement, le A2. Cet emplacement, c'est le plus beau qu'on puisse imaginer. C'est celui qui permettra en fait à 25 000 visiteurs chaque heure de passer devant le pavillon, de le voir dans la façade, dans son côté, et vous verrez tout à l'heure ce que ça signifie du point de vue architectural. Cette visibilité maximale nous oblige, monsieur l'ambassadeur, elle nous oblige parce que nous savons que si vous nous avez placés là, c'est que vous attendez à ce que la France participe du succès de cette exposition. Eh bien, notre pavillon, il a une ambition secrète. Et aujourd'hui, nous pouvons vous la partager. Cette ambition, c'est que c'est un pavillon de conquête. C'est un pavillon de conquête des cœurs, et en particulier des cœurs japonais. Pourquoi ? Parce que nous devons inscrire les relations entre la France et le Japon dans une nouvelle dynamique. Le Japon est un partenaire extrêmement fiable, solide, économiquement robuste, qui respecte les règles du jeu et du commerce international, et donc un partenaire essentiel dans le contexte très dégradé que nous connaissons. Or, si nos relations sont excellentes, elles ne sont pas au niveau qu'elles devraient atteindre. Bien sûr, les savoir-faire français seront bien représentés dans le pavillon avec des grandes mais aussi des petites maisons pleines de talents. Ces savoir-faire constituent pour le pavillon un élément de rayonnement de notre diplomatie économique, mais au Japon, et il faut bien se le dire entre nous, nous sommes en position défensive et nous faisons face à une concurrence accrue, aussi bien sur le plan économique que culturel. Et si l'amour de la France est très ancré, c'est davantage le cas chez les seniors japonais. Et cet amour, c'est malheureusement trop peu transmis aux jeunes générations qui sont l'avenir de ce pays. Donc nous avons une ambition, le pavillon France et ses partenaires, c'est d'inverser la tendance, c'est de remonter la pente, et c'est de faire que grâce à vous, nous puissions à nouveau occuper l'espace mental des jeunes japonais avec vous et avec vous, les médias. Alors, quelle stratégie nous avons mis en place pour y arriver ? Il faut entrer dans le thème posé par les organisateurs de l'expo. Je cite, « Concevoir la société du futur, imaginer la vie de demain ». Et donc, pour nous, la prendre comme une opportunité pour nous différencier. On a donc proposé une réponse sensible, une réponse qui parle aux jeunes, des jeunes en quête de sens face aux crises qui frappent le monde. La crise environnementale, bien sûr, autour des règlements climatiques, au cours de la destruction de la biodiversité, et puis la crise sociale qui se traduit par une perte de sens, par une digitalisation des rapports humains, par une montée des conflits entre pays et communautés. Et donc nous y revenons. Face aux crises, la France porte un message. La vie doit rester empreinte d'humanité. Ce n'est pas le fait d'avoir son café apporté par un robot le matin qui nous rendra plus heureux. Ne répondre que par la technologie serait une fuite en avant vers une artificialisation et un durcissement des rapports entre êtres humains et vers un épuisement des ressources de notre planète. Notre pays ne recule donc pas, mais il répond par un engagement positif en faisant de son pavillon un hymne à l'amour. Car l'amour, si on y réfléchit bien, c'est ce qui donne son sens à la vie de chacun d'entre nous, aujourd'hui comme demain. Cet amour revêt 3 dimensions. L'amour de soi qui fait écho aux questions de santé, de l'autonomie, de l'éducation, du vieillissement. L'amour des autres qui couvre les questions d'inclusion, comme l'a dit Teddy il y a quelques instants, de respect des différences, la question de jeu, de sport, d'art à vivre, et l'amour de la nature qui aborde les questions de transition énergétique, d'économie circulaire et de biodiversité. C'est donc un fil rouge qui permet d'aborder énormément de problématiques dans lesquelles beaucoup de secteurs économiques et beaucoup de talents français peuvent se retrouver. Et puis cet amour s'inscrit dans cette relation si spéciale
entre la France et le Japon, qui partagent cet amour pour la culture et les savoir-faire, pour l'artisanat, pour la gastronomie et pour bien des traditions. Vous retrouverez cet amour dans toutes ses dimensions. La dimension de l'architecture du pavillon, la dimension des expositions, la programmation, le design. Il mettra en avant la technologie et l'innovation française, parce que nous sommes évidemment un pavillon qui porte le progrès technique et le progrès technologique, mais il le porte en lui donnant un sens à travers leur réponse, la réponse de la technologie et de l'innovation aux besoins fondamentaux de l'homme et de la nature. Alors nous avons rassemblé toutes les énergies pour réussir cette aventure, avec bien sûr le plein soutien de l'État et la présence il y a quelques instants du président de la République, du gouvernement, que je remercie aujourd'hui, avec évidemment aussi les moyens d'un très très beau pavillon grâce à nos entreprises, membres du cercle des partenaires, avec un remerciement particulier évidemment aux 4 d'entre eux que nous avons vus tout à l'heure, les partenaires Gold. Je voudrais dire un grand merci. Merci d'abord à ceux qui nous aident à construire et gérer le pavillon avec Forbis Mazars, avec Bureau Veritas, avec Hygiénaire, Japan Next, Blacher Illumination, Saint-Gobain, avec Moet Hennessy. Merci aussi à Dassault Systèmes qui permet au pavillon de pouvoir être visité en ligne dans le monde entier. Merci à ceux qui nous aident dans la production de l'exposition permanente, avec en particulier Barisol, Nexo, Mémoriste, MK Conseil, BNP Paribas, Aquatic Show, CMA-CGM. Merci à ceux qui contribuent à notre programmation, comme Bell, Mycom, Vitagora, la communauté urbaine et le port de Dunkerque, la Fondation Tara Océan, Céline, Chaumet, le Commissariat à l'énergie atomique, la Fondation Carmignac. Merci à ceux qui nous aident dans notre communication, comme JC Decaux, Orange. Merci à ceux qui contribuent au design du pavillon, avec Saint-James, Tectona, La Fuma, Duvivier, Décotech, Ligne Roset et bien d'autres éditeurs de mobilier et de designers français. Autant de PME et d'ETI, dont des entreprises du patrimoine vivant. Alors, chers partenaires, je vous invite maintenant, vous qui êtes là, à vous lever et je demande à tous de vous applaudir pour vous dire merci. Allez. Vous savez, c'est un énorme engagement. Il faut pouvoir durer, il faut pouvoir gérer à distance, il faut pouvoir effectivement être capable, sur le long terme, de construire quelque chose qui fasse sens en agglomérant des personnalités, des marques qui viennent d'horizons tellement différents. Et cet effort que vous avez tous fourni, c'est celui qui donne la force à ce projet. Encore un mot pour vous dire que, évidemment, nous avons la possibilité de répondre à des sollicitations de partenaires qui souhaiteraient venir aujourd'hui pour construire notamment notre programmation. J'ajoute que nous avons la chance de présenter de nombreuses institutions culturelles nationales. Parmi elles, j'évoquerai la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, le musée Rodin, les ateliers du Grand Palais, réunion des musées nationaux, les établissements de Notre-Dame et du Mont-Saint-Michel, la Cité de la céramique de Sèvres, le Mobilier national, l'Institut de recherche musicale IRCAM. Et puis, nous embarquons aussi bien sûr la Team France Export avec Business France, les conseillers du commerce extérieur, la Chambre de commerce et d'industrie française du Japon, le Comité d'échange franco-japonais, l'Institut des savoir-faire. Enfin, et c'est la condition du succès, nous pouvons compter sur une équipe créative de tout premier plan. Nous devons ce bâtiment impressionnant et poétique aux architectes Thomas Coldefi et Carlo Ratti. La scénographie de l'exposition permanente a été conçue par l'artiste plasticienne Justine Aymar, en association avec le studio international GSM Export. On peut applaudir, bien sûr.
Vous avez vu le résultat. GSM Project, pardon, pas GSM Export, spécialisé en design d'expériences immersives. Nous avons bénéficié des conseils du conservateur Olivier Gabet et de la scénographie Nathalie Crinière pour la coordination des équipes artistiques. Et la décoration des espaces de réception est assurée avec maestria par le designer José Lévy. Les services aux visiteurs sont assurés aussi par des représentants de qualité de nos savoir-faire. Eric Kaiser, dont je salue la présence parmi nous, qui servira et la boulangerie-pâtisserie et le bistrot, et puis Luc Le Sénécal et Lorraine Dauchez, qui ont initié un groupement entre Arteum et les Trécots Saint-James pour assurer une belle présence du Made in France dans la boutique. Cette très belle équipe donne à la France les moyens d'une ambition forte. C'est pourquoi nous visons, et je le dis devant le président du BIE, nous visons le podium avec un objectif de 3 millions de visiteurs. Je vous remercie. Le moment est maintenant venu de donner la parole aux représentants des partenaires. Je vous invite à regarder un court film de présentation avant que Antoine, Marc-Antoine, Serge et Maïté puissent revenir sur la scène. Je vous remercie. Chers amis, monsieur l'ambassadeur, monsieur le président de la Cité, cher Julien et chers collègues, monsieur le président de la COFREX, cher Jacques et je crois chers collègues également, je suis très heureux, chers amis, de parler devant vous parce que je voudrais vous présenter une équipe fabuleuse, le Quatuor d'Osaka qui est devant vous. C'est un carré gagnant ou c'est un carré magique, comme vous le préférez. C'est en tout cas une partition, puisqu'on parle souvent de musique, à 4, mais nous ne sommes pas manchots, à 8 mains, qui nous a permis, avec les équipes de la COFREX, avec Jacques Maire, de proposer, de trouver, de tenter, de provoquer, et partant de la confrontation des opinions, très certainement d'améliorer. Ces quatre-là, je voudrais vous les citer pour que, à votre tour, vous les applaudissiez. Il y a bien évidemment Antoine Gosset-Grainville, dont j'ai cru un moment qu'il était président du conseil d'administration d'Osaxa. Mais non, d'AXA, ce qui est déjà remarquable, et qui, leader mondial de la protection, presque autant que la bonne mère, et en incluant cette cérémonie qui rentre maintenant, évidemment, dans le cadre de la protection offerte par AXA, est avec nous. Je voudrais saluer Serge Fleischer du CIVA, parce que l'Alsace a toujours été une terre pour les Japonais, une terre d'entrée, un sas vers l'Europe, et il emporte, à travers le Gewürztraminer et le Riesling et quelques autres, les vignobles superbes que vous avez pu voir. Comment ne pas remercier Maïté Nina Farm, à la frontière de la cosméto et de la pharma, et je dois dire que depuis qu'elle me nourrit de pilules
contre l'âge, le vieillissement et parfois la sénescence, me dit-elle, je me sens beaucoup mieux, rajeunissant de minute en minute ou de seconde en seconde grâce à vous, Maïté, et je vous en remercie. Quelques mots. Nous avons rempli, je crois, ensemble la feuille de route que, en tout cas pour ce que est des LVMH, Bernard Arnault, que je crois être un bon spécialiste du Japon, monsieur l'ambassadeur, un grand ami de votre pays et un parfait admirateur de votre culture et de votre civilisation, nous avait fixé 6 partenariats. Le premier, bien évidemment, il est avec l'État. Et à l'appel du président de la République, nous avons répondu présent lorsqu'il nous a demandé d'être, je dirais, peut-être sans modestie, le principal sponsor privé de cette très belle exhibition, comme nous l'avions été pour Notre-Dame, que l'on retrouvera dans l'image finale de cette exposition, comme nous l'avions été également pour les Jeux Olympiques, et évidemment dans l'admiration totale d'Antoine Dupont, comme nous l'avons été également à Shanghai, dans d'autres expositions universelles, comme nous l'avons été à Milan, moins présent, Monsieur le Président du Bureau, que nous l'avions été, que nous ne sommes ici. Le deuxième partenariat, et il nous fait plaisir, c'est le partenariat que nous avons pu avoir avec la COFREX et son président et avec ses équipes. Je pense à Laurent, je pense à Samuel, je pense à tous ceux qui nous ont aidés et qui sont autour de vous. Et nous aussi, nous avons cherché à donner le meilleur de nous-mêmes. Et je ne peux pas m'empêcher de citer Norbert Leray, le président de Fila japonaise, qui connaît mieux Tokyo que le Trocadéro, ou citer Hélène Fraisse, qui fait de l'ikebana avec les mots et avec les images, car ils ont été remarquables, ils ont apporté aussi beaucoup d'idées, beaucoup de force. Et moi aussi, je citerai Olivier Gabet et Nathalie Crinière, dont je sais ce qu'on leur doit. Évidemment, il y a une idée qui n'était pas si mauvaise, que nous avons eu en commun, c'était d'associer un quatuor également de parrains et de marraines, de faire en sorte que les parrains et marraines changent, comme la France est changeante et diverse, de faire en sorte que le 14 juillet, le 19 septembre ou le 13 plus exactement, on ait des parrains différents. Et on a pensé qu'à la fragilité, à la timidité de Teddy Riner, toujours inquiétante, nous pouvions rajouter le nom merveilleux et célébré de Sophie Marceau, qui évidemment est prononcée par tous les Japonais comme l'actrice qu'ils aiment au Japon, en Chine et en Asie et voire au-delà. Dire également que après une échappée, une prolongation évidemment pour un rugbyman, c'était normal, de l'équipe olympique esthétique et sympathique que LVMH avait su créer pendant les Jeux Olympiques, c'était évidemment Antoine Dupont qui devait l'incarner dans un pays où le rugby est roi, et puis de ne pas oublier Léa Seydoux, qui est attachée à l'image de Louis Vuitton, incarne à la fois la grâce et le talent du cinéma lorsqu'il se penche sur une marque très connue. Voilà pour ce qui est des 3 premiers partenariats, il y en avait également quelques autres. C'est le partenariat des partenaires. Celui-là, je voudrais dire un mot. Il a fabriqué l'énergie, il a fabriqué de l'harmonie, il a fabriqué de l'efficacité. Je te demande, Jacques, de te porter candidat également à la prochaine exposition universelle pour que nous puissions, chaque vendredi matin, à nouveau, nous retrouver dans ces visios dont nous ne pouvons plus nous passer, Maïté. Elles sont totalement en nous maintenant, elles sont importantes. Mais toujours est-il que nous avons travaillé ensemble, SIVA nous a apporté enracinement et identité, AXA nous a donné une ligne mélodique, celle de l'IRCAM, la pulsation qui est si belle. Et bien évidemment, nous avons trouvé en Inafarm à la fois la nature et probablement le jardin qui nous manquait. Avant-dernier partenariat, il y a celui auquel je crois, c'est celui que forment les équipes de LVMH. C'est LVMH et nous sommes venus en force. Nous sommes venus bien évidemment avec Louis Vuitton qui proposera, et là je suis désolé monsieur l'ambassadeur, mais je dois me tourner vers mon papier parce que j'aurai une difficulté à signer particulièrement le nom de l'architecte Shohei Shigematsu, qui, bien évidemment, a proposé une extraordinaire bibliothèque. Je vois sur le front de ceux de Louis Vuitton, monsieur l'ambassadeur, soyez indulgent avec moi, tout Louis Vuitton est en train de me fusiller du regard pour avoir mal prononcé le nom de Shohei Shigematsu. Enfin, en tout cas, avec difficulté. Et donc, c'est 85 mâles extraordinaires. Et puis, il y aura également Daito Manabe, qui vient de Rhizomitique, qui sera là. Dior célébrera, bien évidemment, l'Odyssée du rêve, la beauté du tailleur-bar, bleu, blanc, rouge, et ce sera quelque chose d'extraordinaire, nous le savons, avec Nathalie Crinière, mais avec aussi Tokujin Yoshoka, et puis évidemment Céline qui sera avec nous également, et qui vantera l'élégance de l'Urushi quand elle le comparera avec le travail qui sera fait par un grand nombre d'architectes. Chaumet, que je ne peux pas oublier, à travers la pureté et les formes des pierres précieuses, et évidemment Moet Hennessy, qui travailleront en parfait accord, peut-être en ajoutant quelques bulles dans un vin blanc, ce qui sera autorisé par nos amis d'Alsace. Voilà où nous en sommes. Il y a un dernier partenariat, monsieur l'ambassadeur, que je veux citer. C'est celui qui nous paraît le plus important. C'est celui qui nous fait marcher ensemble avec le Japon et avec les Japonais. Dans une histoire, et comme Jacques Merle l'a dit, qui est une histoire d'amitié et d'amour. Une histoire qui fait qu'à la fin, parfois, certains amis japonais me disent qu'ils ne savent plus si Louis Vuitton est tout à fait français ou pas totalement japonais. Et c'est ça qui nous fait plaisir, c'est dans cette communion.
Nous avons là-bas 14 000 ambassadeurs. Jacques Maire est un ambassadeur, nous en avons 14 000 aussi. Nous avons là 1000 ambassades. Nous avons là qu'une seule chose, souhaiter que tous ensemble, nous soyons à la fois excellents, exceptionnels, exigeants, exemplaires, pour que cette fête soit la plus belle et que cette exposition universelle soit parfaitement réussie. Merci. J'appelle Antoine Gosset-Grainville, président du conseil d'administration d'AXA. Bien, je suis très heureux d'être ici. Merci Marc-Antoine pour ces mots d'introduction. Je suis très heureux d'être là avec les autres membres de ce petit club. Je voudrais remercier particulièrement Jacques Maire, parce que si nous sommes tous réunis ce soir, c'est grâce à lui. Et si nous serons tous réunis dans les semaines qui viennent à Osaka, le plus souvent possible, ça sera également grâce à lui. Et donc je crois qu'on peut à nouveau l'applaudir, parce qu'il a fait un travail fantastique. Alors AXA est très fier d'être partenaire de premier rang du pavillon français au Japon, parce que le Japon, c'est un pays majeur pour notre groupe. Nous sommes présents dans ce pays depuis plus de 20 ans, monsieur l'ambassadeur. Nous avons plus de 9000 personnes qui travaillent pour nous là-bas et avec nous. Et au-delà d'AXA, je crois que cette exposition universelle à Osaka est l'occasion de renforcer encore le lien très fort qui existe entre la France et le Japon. Et ce lien, c'est un trésor que nous devons ensemble faire fructifier, parce que dans ce monde troublé dans lequel nous entrons, la France et le Japon, qui ont tant de valeurs en commun, la France et le Japon sont des pôles de stabilité. Et Osaka sera également l'occasion d'un message d'universalisme. C'est ce que Sophie Marceau a dit tout à l'heure, et ces mots étaient très justes. Et ce message d'universalisme, il est particulièrement bienvenu dans ce monde qui se fragmente, dans lequel nous vivons. Alors, pour contribuer à cet universalisme, nous avons choisi de célébrer l'excellence artistique française et de le faire tout en offrant un point de vue original sur Paris, qui est la ville universelle par excellence. L'œuvre audiovisuelle commandée par AXA et orchestrée par l'IRCAM, dont AXA est mécène, réunit 3 artistes d'exception dans une création commune, le musicien Rhône, le chorégraphe Angelin Preljocaj et le cinéaste Thierry Demey. Ensemble, ils composent un pas de 3 unique qui tire parti des dimensions intimes et sensibles du son et de la danse. Vous verrez, c'est vraiment très spectaculaire. Et on capte ici le passé immémorial de Notre-Dame, le futurisme urbain de l'Arche de la Défense, l'icône de la Tour Eiffel, et plus que tout, la complicité de 3 danseurs, Yurier, Laurent et Kevin, qui nouent et dénouent délicatement le fil invisible de l'Akai Ito dont nous avons parlé tout à l'heure. Dans ce pas de 3, AXA réunit 3 disciplines, 3 signatures pour exprimer la liberté de la création et de l'innovation, l'égalité entre les arts, la fraternité franco-japonaise. Je vous remercie de votre attention. J'appelle Serge Fleischer, président du comité interprofessionnel des vins d'Alsace. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, c'est avec une grande fierté que les vins d'Alsace se présentent à vous ce soir pour un moment inédit. À ce jour, jamais aucun vignoble n'avait été mis en lumière lors d'une exposition universelle au sein du pavillon France pour présenter au monde ce que notre pays a de meilleur. C'est donc une grande première et c'est le vignoble alsacien qui aura l'honneur et la responsabilité d'être l'ambassadeur de toute une filière qui à elle seule fait rayonner la France partout dans le monde depuis des siècles. Le vin, cet élixir ambassadeur de la France, tellement critiqué, ciblé, malmené ces dernières années dans notre propre pays, est en réalité un produit à chérir, porteur de valeurs et empreint d'humanisme dans le monde entier. Nous devrions tous être fiers et soucieux de la bonne santé de ce pan économique majeur pour la balance commerciale française. Le vin est le fruit de la diversité de notre territoire.
Les vignerons sont ces créateurs de crus remarquables et des artisans façonneurs de paysages. Le vin constitue ce produit noble issu de la haute culture de nos terres françaises. Un produit qui relie les hommes à leur terroir, un savoir-faire dans lequel la main de l'homme est essentielle. Le vin, ce joyau qui rassemble les hommes, favorise le partage, adoucit les relations. Il est de toutes les fêtes et moments rares partout dans le monde. Qui oserait imaginer une France sans ses vignobles, sans ses vignerons, voire sans ses vins? La France a ce privilège immense d'être jalousée par le monde entier pour la qualité et la richesse de ses vins et de ses territoires. Les vins d'Alsace vont donc œuvrer pendant 6 mois de l'exposition universelle à sublimer le message de l'hymne à l'amour choisi par notre président pour le pavillon France. Pavillon qui incarne pleinement une vision audacieuse, conquérante, innovante sur les enjeux humains, culturels, scientifiques et industriels, et ça a été rappelé ce soir. À travers leur présence à Osaka, les vins d'Alsace entendent faire savoir qu'ils expriment cette forme d'excellence à la française, qui véhiculent des promesses pour les générations futures et qui œuvrent bien vivants et bien dans leur temps sur la scène des vins les plus remarquables et les plus raffinés de la planète. Fort de plus de 160 ans de relations commerciales entre Alsace et le Japon, nous devions de venir partager ces liens historiques au cœur de cette exposition universelle à Osaka, ville très précisément à l'origine de ces relations qui datent de 1864. Nous serons également l'ambassadeur de toute notre région Grand Est, de très nombreux liens économiques avec le Japon et plus largement l'Asie. Au-delà des échanges économiques, notre territoire contribue très largement à l'attractivité de la France dans le monde. Sur la centaine de millions de touristes que la France accueille chaque année, plus d'un quart viennent visiter l'Alsace et son vignoble hautement identitaire. Les Japonais aiment bien évidemment l'Alsace et ses spécificités, mais ils aiment par-dessus tout la France. Merci donc à la Cofrex d'avoir cru en nous, en nos capacités à nous élever à la hauteur de l'ambition France. Merci également aux partenaires Gold du pavillon France de nous avoir adoubés dans le monde des grands de notre pays. Notre bienveillance collective et un travail minutieusement coordonné de nos équipes ont donné vie à un parcours immersif de grande qualité. Merci à vous tous et vive la France. Luxe, vin et assurance, rien n'existerait dans cette équipe du pavillon France sans la volupté de Nina Farm. J'appelle donc sa présidente, Maïté Bruno. Eh bien, bonsoir. Donc, Nina Farm est installée à Annecy et nous avons développé un laboratoire au cœur du Mont Blanc pour tester nos formules anti-âge de longévité, au cœur des Alpes. Nous travaillons en étroite collaboration avec les alpinistes et les évrettistes pour tester nos formulations dans des conditions extrêmes. Et cela nous permet vraiment d'avoir une idée sur l'effet de nos ingrédients, de nos formulations. Nos expériences, en fait, nous permettent d'être présents au sein des cliniques anti-âge, notamment suisses et internationales, qui apprécient en fait l'efficacité de nos ingrédients et donc leur formulation révolutionnaire. Nous sommes présents au Japon depuis plus de 20 ans et nous sommes très fiers d'avoir développé un réseau de plus de 30 000 médecins qui utilisent de façon régulière l'ensemble de nos recherches. Donc pour nous, c'est une vraie fierté d'être partenaire Gold. C'est un nouveau sommet franchi pour Nina Farm. Et nous avons beaucoup de plaisir à collaborer avec les autres partenaires. Donc la nature, en fait, offre des solutions santé absolument très sophistiquées et à la fois accessibles à tous. Nous avons décidé de créer un jardin miraculeux avec l'arrivée d'un olivier millénaire
qui, nous l'espérons, va réserver de très belles surprises aux visiteurs et leur apporter une force et une énergie absolument incroyables. Donc, merci à vous tous et ça va être une merveilleuse aventure, nous en sommes certains. Vous l'aurez compris, AXA, Sivan, Inafarm, LVMH, nous n'avons qu'un seul souhait, c'est celui de la parfaite réussite et du plus grand succès de la France, de la Cofrex, des partenaires et de tous ceux qui aimeront le pavillon de la France puisqu'il est question d'amour. Voilà. J'invite maintenant à une introspection collective dans toutes les dimensions de la création de ce pavillon. Nous avons l'occasion, et nous avons la chance d'avoir avec nous les principaux contributeurs de cette expérience, à la fois architecturale, scénographique et design. Mais avant de leur proposer de venir ici, je vais vous inviter à regarder un petit film qui présente la façon dont ces créatifs ont pu collaborer ensemble à la conception du pavillon France dans la réalité virtuelle. Je le fais parce que c'est la première fois en fait qu'une équipe multidisciplinaire associant architectes, scénographes, designers, maîtres d'ouvrage a pu collaborer à la conception d'un pavillon grâce à un téléport prototype. Et cette première montre que l'art, la culture et la technologie vraiment ont du sens à travailler ensemble. Ah ouais. C'est une unité de travail. Elle a pour vocation de nous permettre, avant même la finalisation totale des implantations de la scénographie, de tester les hypothèses sur lesquelles on travaille. On y accède par où, là ? Par ici ? Ici. D'accord. On monte dans les étages ici et ensuite on circule. Ah ouais. C'est vrai qu'en outil de travail, c'est génial. C'est à la fois extraordinaire de s'apercevoir vraiment de ce qu'on a imaginé, le voir à échelle réelle. C'est très impressionnant. C'est hyper utile aussi de voir en amont des potentiels bugs dans le bâtiment. Le problème que vous avez, c'est si vous regardez vos pieds, vous passez à deux, vous tapez la tête dans les... Non, mais oui, mais le dessin reste à modifier. Sur réalité virtuelle, j'ai envie d'enlever le virtuel. C'est-à-dire qu'on visite quelque chose et on se rend compte de ce qu'on va avoir et du coup, on a encore la capacité à faire des modifications, des adaptations, des améliorations. Vous pouvez nous monter encore un petit peu ? Genre 20 cm. Ouais. Moi, je respire plus. Hein. Le bassin, par exemple, du jardin, se rend compte que finalement, il est encore un petit peu trop haut. Alors que 80 cm sur plan, ça paraissait bien. Là, on est là à côté, on se dit que s'il était un peu plus bas, ça serait vraiment plus agréable. Ce qui est intéressant, c'est d'y être à plusieurs, en fait. C'est ça, pour moi, la vraie différence. C'est de pouvoir partager l'expérience avec les différents protagonistes du projet. Mais c'est marrant à cette échelle-là, quand même. Ça a du sens que la cité soit aussi un lieu où s'élabore l'architecture et les expositions de demain. Le Palais de Chaillot, c'était une exposition universelle. Eh bien, on prolonge cette histoire avec celle d'Osaka en 2025. J'invite maintenant donc à monter sur scène et à me rejoindre Thomas Coldefy, l'architecte du Pavillon France. Justine Aymar, la directrice artistique de l'exposition permanente. Fabien Lasserre, le directeur du projet d'exposition pour le studio GSM Project. Franck Madlener, le président de l'IRCAM, qui a conçu l'expérience sonore. Et puis aussi José Lévy,
José Lévy, qui est le directeur de la création. Donc, Thomas, José, vous vous mettez ici. Voilà, et ensuite, nous sommes dans le bon ordre. Fabien, vous vous mettez à droite de Franck. Et on est parfait. Bien. Thomas, vous avez été lauréat avec Carlo Ratti d'un concours, puisque, vous savez, les pavillons font l'objet d'un concours international, où il fallait proposer une architecture exprimant l'amour. Comment est-ce que vous avez fait pour relever le défi et votre bâtiment porte-t-il un message ? Oui, merci Jacques, bonsoir à tous. Vous l'avez rappelé de nombreuses fois, à la fois le message de l'amour, un hymne à l'amour, qu'est-ce que l'architecture, comment l'architecture peut interpréter ce message, c'est un défi mais qui est assez intéressant. Je pense que la première dimension avec les 3 sous-thèmes que vous avez rappelés, qui est à la fois l'amour des autres, c'est une première déclaration d'amour envers le Japon et envers les visiteurs que la façade principale va exprimer par le respect de la place d'honneur qui nous est faite, puisque comme vous le voyez sur cette image, qui est frappante, parce que je l'ai visité encore lundi et mardi dernier, lorsqu'on arrive donc depuis le métro et qu'on passe ce grand ring, on perçoit cette grande façade que nous avons voulu finalement incarner à l'image d'un grand théâtre immersif, utiliser les arts vivants pour exprimer cette thématique de l'amour. Elle est exprimée à la fois par les grandes drapées du projet, qui élancent le projet, qui forment comme 2 grands bras qui accueillent les futurs visiteurs, qui leur demandent d'entrer en scène et de s'immiscer dans un voyage. Évidemment, comme vous le voyez également, il y a un artifice qui est créé par cet escalier monumental, qui est une pièce importante, qui à la fois permettra de mettre en scène les visiteurs, d'amener à lire la fonctionnalité du bâtiment, donc une grande accessibilité. Et puis je pense que le message de ce projet est également, on l'a rappelé, l'inclusivité, l'accès à tous, et par cette dimension d'accès visible et rendu perceptible par l'architecture, on permet cela. Ensuite, la deuxième dimension que vous avez rappelée, qui est l'amour de soi. Quoi de mieux que les arts vivants et le théâtre pour exprimer cela et pour exprimer la mise en scène française. Donc nous l'avons imaginé à la fois par cette grande façade qui forme un arc de scène où le visiteur sera amené à entrer, et également par ce grand escalier monumental en cuivre rosé qui exprime une forme d'ascension, de parcours à la fois sensuel, un peu mystérieux, qui peut évoquer de nombreux aspects, puisque le visiteur sera amené à pénétrer dans le bâtiment et dans l'exposition par l'accès de cet escalier qui l'emmènera ensuite sur un grand ring circulaire qui lui donnera une grande visibilité vers les autres, donc qui permettra à la fois d'être acteur, spectateur, de s'engager avec le public japonais et de communiquer avec les autres pavillons. Et la troisième dimension que je voulais évoquer pour terminer, c'est évidemment l'amour de la nature et l'amour planétaire, puisque ce bâtiment, en dehors de son esthétique, a une dimension écologique évidente. Nous avons imaginé un bâtiment qui est une architecture circulaire, c'est-à-dire que le bâtiment est très compact. Il a été imaginé en 3 parties. Vous avez la première partie qui est l'accueil, la deuxième partie qui est le volume d'exposition, et la troisième que l'on ne perçoit pas parce qu'elle est enveloppée par les rideaux, qui forment l'ensemble des bureaux qui seront entièrement démontables, établis par des bâtiments modulaires. Et au final, l'ensemble est enveloppé par ces rideaux qui, au-delà de son aspect théâtral, permet de créer un vêtement protecteur, une protection contre les éléments, puisqu'il protégera à la fois des intempéries, des UV, et il sera également coiffé d'un jardin paysager, d'une toiture paysager qui à la fois formera une isolation au bâtiment, mais qui aussi donnera la symbolique de la croûte terrestre qui nous protège et qui quelque part nous rappelle la bienveillance que nous devons avoir les uns envers les autres. Voilà, Jacques. Merci José, merci beaucoup. Merci Thomas. Je regardais José. Pour cette présentation, nous avons effectivement eu l'occasion d'aborder en détail l'architecture du pavillon à l'occasion de notre manifestation de l'an passé à Tokyo, et je dois dire qu'elle résonne, et plus on la voit monter, plus elle est impressionnante. Il faut savoir que ce bâtiment-là domine, je dirais, de la tête et des épaules, y compris les bâtiments d'à côté, y compris le pavillon américain, et c'est quelque chose qui, je dirais, impacte l'espace de façon extrêmement forte. Nous avons vraiment la capacité, je dirais, à fixer le regard dans cette première impression qui est tellement importante.
José, bonjour. José, vous intervenez d'abord en tant que mécène. Je vous en remercie. Vous êtes directeur de la création et vous avez à ce titre en charge l'aménagement intérieur des espaces de réception en fait, du pavillon, à la fois pour le public et pour les partenaires et les protocoles. Vous connaissez très bien le Japon, vous êtes très présent sur la scène franco-japonaise. Quelle a été votre démarche finalement pour proposer un design qui illustre la création contemporaine française au japonais et comment vous avez pu et comment vous pouvez nous embarquer en fait dans ces différents espaces en nous les commentant pour qu'on comprenne un petit peu votre démarche. Déjà, j'espère que je vais vous embarquer. Je connais bien le Japon depuis l'enfance en fait. J'ai la chance d'avoir des grands-parents qui avaient créé une entreprise d'arts martiaux, enfin de matériel d'arts martiaux, et qui avaient importé une machine à fabriquer des tatamis et qui sont devenus avec le temps les fournisseurs officiels des Jeux Olympiques pendant plus de 40 ans. Donc comme ils collectionnaient également de l'art japonais, très petit, c'était très familier pour moi de me confronter à ces œuvres d'art, même si je trouvais que ce qui était vraiment exotique, c'était plutôt les camarades qui avaient des vaches et des cochons chez leurs grands-parents. Mais moi, avec le temps, j'ai compris que c'était vraiment très particulier. Ensuite, les premières personnes qui sont intéressées à mon travail étaient des Japonais. Et donc, c'était vraiment un rapport qui a été fait assez rapidement. Et après, je suis allé au Japon et là, c'était vraiment un choc. Et ça a entamé une collaboration à la fois sur des projets français qui se passent au Japon, des projets franco-japonais et aussi des projets japonais. Voilà. Donc vraiment cette appétence effectivement pour le Japon m'a toujours nourri et continue à me nourrir, puisque là avec la Villa Kujama avec qui j'ai des rapports assez étroits, j'organise une exposition aux mêmes dates d'ailleurs que l'exposition. Alors là on va passer sur quelques espaces. Donc les espaces, moi ce qui m'a intéressé avec le pavillon, c'est d'arriver à montrer une scène française qui soit à la fois patrimoniale, contemporaine et un tout petit peu de demain, à travers un respect de la grille assez exigeante, complexe et en même temps très ouverte de la participation au pavillon. Donc avec tous mes partenaires, et là je peux commencer à vous raconter quelques espaces. Par exemple ici, on a donc le salon protocolaire, qui est donc le salon de réunion de très haut niveau, donc des endroits où il va se passer des choses un petit peu officielles. Et donc c'est un mélange avec du mobilier extrêmement historique, donc de Pierre Paulin avec Line Roset et Sina. Donc il y avait 3 pistes en fait. Il y avait une piste des arts décoratifs français, des arts décoratifs japonais et la nature de la France et du Japon. Donc là, on voit donc par exemple un exemple avec ce mobilier donc de Pierre Paulin. Il y a une maison d'art japonais qui s'appelle Kuseido, avec laquelle que j'ai rencontré, qui travaille avec des artistes et des designers français. Donc là, par exemple, c'est des tables de Pierre Charrier, mais on va voir par la suite aussi d'autres pièces. Là, voilà, il y a le photocall qu'on voit dans le fond. Il y a donc un paravent qui est effectivement un paravent de Garnier et Linker pour cette maison Kuseido, avec les 2 drapeaux qui serviront donc au photocall. Et devant, il y a le baiser de Falconet, donc qui est évidemment en lien avec l'amour et qui est de la manufacture de Sèvres et qui est posé sur une colonne. Et toute la pièce était revisitée par Sam Baron. Et en fait, cette sculpture, elle est posée sur une légère plateforme à roulettes, ce qui fait qu'on peut la déplacer. Pardon, on peut la déplacer pour jouer la statue qui va participer aux photos du photocall. Voilà. Donc évidemment, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un regard à la fois très réaliste et aussi très réaliste, parce que en fait tous ces espaces ont vraiment des fonctions assez compliquées et assez complexes et assez multiples. Donc c'était aussi possible de raconter une histoire, mais en bougeant les espaces, en bougeant le mobilier et les pièces mobilières à l'intérieur, de pouvoir aussi recomposer des espaces. Voilà. Donc là, il y a des bancs de lac et de sur les images précédentes, des bancs de lac et de tatami qui se mélangeaient avec du canage et de tatami. Donc ce jeu comme ça occidental et asiatique m'amusait. Donc on peut passer à l'EHPAD. Donc là, voilà, ça c'est le bureau de Jacques, qui est un bureau protocolaire qui suit un peu le même chemin, mais en fait, il y a des réunions, il y a des repas, il y a des choses sur un modèle un peu plus petit. Donc je me suis amusé à prendre et à travailler avec ce fabricant incroyable du sud-ouest de la France, où tout est fabriqué en France, conçu en France. Et donc ce mobilier, en fait, m'évoquait aussi des kokeshi. Des kokeshi qui sont des poupées japonaises assez à la fois charmantes et un petit peu étranges. Donc ça m'amusait de prendre ces pièces de mobilier.
Il y a cette bibliothèque aussi qui a été faite par Jean-Guillaume Mathieu, qui est entièrement réalisée de bois brûlé. Et tous ces jeux de lampions que vous voyez, enfin, ce n'est pas des lampions, mais ça peut évoquer des lampions japonais qui sont des luminaires de Diderot qui ont été faits par Mott, dont on verra sur un autre espace le travail. Alors là, il y a 3 chaises. Ah, si on peut revenir sur les tâches, merci. Il y a ces 3 chaises qui sont en fait en lien avec le fil rouge du pavillon, qui est l'hymne à l'amour. Et je me suis amusé sur ces chaises qu'on retrouvera dans la salle de réception. Là, en fait, chaque chaise est traitée comme une chaise de l'amour, la chaise du Japon, les chaises françaises, et on les reverra plus tard. Voilà. Donc là, entièrement, les toilettes ont été faites par la maison Décothèque, j'ai plongé comme ça cette idée de bain comme ça de légèreté, et les couloirs ont été faits avec des mobiliers de Pradier. Alors là, en fait, on tombe sur le début du bistrot, le bistrot qui est un bistrot, on peut dire d'or, de bois et d'ikebana. Donc il y a toute cette idée de bois. On peut imaginer que c'est un peu comme une sorte de cabane haussmannienne qui rencontrerait un pavillon d'or japonais. Donc il y a vraiment ces 3 éléments. Vous avez ces miroirs qui peuvent évoquer des miroirs haussmanniens qui sont en or doré. Le bois qui est à la fois sur les murs et au sol, et ce mobilier qui est un mobilier qui est organisé, donc, c'est Jean-Baptiste Fastrez qui a gagné le prix de ce mobilier. On a organisé ce concours avec le Mobilier National et Tectona, et donc ces collections, donc, le nom de cette collection s'appelle Kaeru, comme une grenouille, et elle rentre dans les collections du Mobilier National. Voilà, là, on a donc les caves des vins d'Alsace qui vont nous mettre des vins magnifiques dans ces caves. Et alors, là, c'est la première installation que vous voyez, donc d'une maître ikebana qui s'appelle Shuo, qui est une maître ikebana incroyable, qui travaille dans le monde entier, qui a travaillé pendant plus de 20 ans, était la première femme maître au pavillon d'argent à Kyoto, avec qui j'ai la chance de collaborer, et qui a accepté donc de venir fleurir et poser des sculptures de fleurs d'ikebana, à la fois dans le bistrot et également dans le salon des partenaires qu'on verra un peu plus tard. Et il y avait des photos des vins d'Alsace qui étaient une sorte de galerie dans la même harmonie de couleurs. Alors là, en fait, on a cette paroi qui s'ouvre sur les salles de réception, et tout d'un coup, on va avoir un très très grand espace. Donc il y a un lien qui se fait, et avec cette paroi, on a tous ces luminaires de boules qui sont un peu comme des boules de luminaires de Pradier, qui sont un peu des lumières. Là, c'est un petit peu blanc, mais ce sera un petit peu plus jaune. Il y a des lumières qui sont teintées. Voilà. Alors là, en fait, on a de nouveau du mobilier de chez Sokoa, et en fait, souvent, c'est une salle de réception, donc il y a des normes très très complexes, très compliquées pour accueillir du public. Et là, on a 140 chaises. On va les voir un peu plus. Voilà, on a 140 chaises qui sont donc très colorées et qui tout d'un coup animent comme une sorte de champ de fleurs. Et à l'intérieur de ces 140, vous pouvez éventuellement essayer de les trouver, la chaise française, la chaise de l'amour et la chaise du Japon. Donc il y a un côté un peu chercher Charlie et s'amuser à retrouver ces 3 chaises. Voilà, ça c'est le salon des partenaires, donc un salon comme une sorte de jardin d'automne. Donc tout est très doré, bois, et en fait il y a un mobilier, donc que vous voyez là, qui est un mobilier qui est également de Mott, donc le même designer que nous avions vu précédemment dans le bureau protocolaire. Donc c'est du mobilier qui n'a pas été développé, qui a été retrouvé par le Mobilier National et que nous avons développé avec la maison Duvivier, et que j'ai entièrement tapissé de 7 tissus différents avec de la maison Le Lièvre. Il y a des photos de Philippe Marigny que vous voyez, une grande fresque or de Stella Cadente, et de nouveau sur la photo précédente. De nouveau, il y a ce grand mur face à la terrasse, un grand mur de miroirs dorés, donc sur lesquels il y aura des étagères, et de nouveau des bouquets, des installations d'ikebana. Et au centre de la pièce, vous voyez, il y a des luminaires de Mourgue qui vont être comme une sorte de végétation, une sorte d'installation entre les ikebana qui se mélangent avec les fleurs et les luminaires. Voilà. En quelques mots. Tout ça sur la terrasse de la Fuma, voilà, qui va donner. Voilà. Merci beaucoup, merci pour cette promenade. Une difficulté que vous n'a pas exposée José, c'est que
tous ces meubles sont prêtés en fait. Ce sont des mécènes à chaque fois qui font en sorte de mettre à disposition des meubles à l'autre bout du monde, qui en payent essentiellement le transport et l'installation. Et donc ça vous rend quand même la recherche et la chasse, je dirais, aux beaux objets, aux beaux mobiliers extrêmement difficile. Et pour ça, franchement, on vous remercie. Merci. C'était une contrainte effectivement assez complexe, mais tous les partenaires dont je vous ai parlé ont tous été absolument ravis de jouer le jeu. Mais c'est vrai que c'est assez contraignant. Merci. Bien, j'en vais maintenant à l'exposition permanente. Justine, vous êtes artiste plasticienne, vous êtes spécialiste de beaucoup de choses, notamment en matière d'intelligence artificielle, en matière de sciences cognitives, en matière de relations entre l'art et la science. Vous êtes donc directrice artistique de l'exposition permanente qui a été intitulée Pulsation. Pourquoi ce titre ? Bonsoir à toutes et tous. Merci Jacques. Tout d'abord, je voudrais dire que voilà, notre mission pour la France avec GSM Project, ça a été de répondre à une commande de conception de l'exposition qui devait refléter des idées, des valeurs, refléter une grande diversité de savoir-faire français avec des univers très différents et en incluant la contribution des partenaires. Donc le challenge sur ce projet, c'était de proposer une vision qui allait dessiner les lignes de force pour créer une expérience fluide et cohérente depuis l'entrée jusqu'à la fin de l'exposition permanente et ouvrir bien sûr des perspectives pour le futur. La conception de l'exposition s'incarne dans l'idée de la pulsation à la fois comme rythme biologique du cœur, mais aussi le tempo musical qui synchronise toute l'expérience. La pulsation devient le signal visuel, le matériau de création de cette exposition qui va se matérialiser dans toutes les atmosphères que nous allons traverser. C'est aussi un dénominateur commun entre les êtres vivants, les plantes, la nature, les arbres, les animaux, les humains. Et cette impulsion de vie replace l'humain au centre de son écosystème. C'est donc cette mise en scène du signal de la pulsation qui va construire la sensibilité de la visite, dans la lumière, le son, les images, les mouvements, et créer une impulsion énergétique comme un élan vers le futur. Cette impulsion invisible apparaît lorsqu'on entre dans la première salle de l'exposition, puis ces ondes vont se métamorphoser tout au fil du parcours. D'une pulsation humaine naissent des fréquences sonores, une invitation au voyage, un pas de 3, et puis on capte les vibrations de la nature qui nous conduisent jusqu'au jardin, qui fait partie intégrante de l'exposition, où se rencontrent pulsations humaines et végétales à la surface d'une onde aquatique. Orchestré cette fois-ci par un arbre qui nous contemple du haut de ses 1000 ans, il change notre perspective sur le monde. On re-rentre dans les profondeurs de la Terre d'où naît une onde solaire. On poursuit dans un éclat des savoir-faire couture pour finalement nous conduire dans la grande image finale où l'amour entre la France et le Japon dessine un nuage commun dans un nuage de lumière. Nous avons réinterprété le concept d'hymne, un chant fédérateur qui unit les peuples, par un nouvel hymne à l'amour, dans un remix électronique contemporain qui connecte art numérique et musique. Nous avons proposé à l'IRCAM de créer ce remix à partir des samples de la composition centrale de Rhône et de poser ensemble les intentions sensorielles dans l'espace pour créer un chemin sur le même rythme, sur le BPM 88. Les visuels volumétriques ondulatoires lumineux des images de l'exposition sont en symbiose avec la composition sonore et l'exposition permanente, animée de ces pulsations, devient le cœur battant de la France. Merci Justine. Alors, on a compris que cette pulsation avait une dimension scénographique, une dimension aussi, je dirais, lumineuse, une dimension sonore. Franck, vous êtes directeur de l'IRCAM. Vous avez collaboré avec le musicien Ron, qui a composé la musique de l'espace AXA de l'exposition permanente. Et partant de cette espèce de moment un peu, je dirais, de culmination, vous avez adapté cette pulsation aux différentes séquences de l'exposition. Alors expliquez-nous un peu comment vous avez fait. Alors d'abord, nous, qui avons reçu beaucoup de compliments de tout le monde, donc je préférerais me taire pour que ça continue. En tout cas, nous, IRCAM, nous sommes une fabrique des rêves sonores, puisque l'usine à rêves était déjà utilisée. Alors, ce qu'on fait dans ces studios, vous voyez en ce moment Rhône à l'écran, c'est de rassembler, réunir, faire converger les savoir-faire d'un ingénieur, d'un scientifique et puis d'un artiste.
Et d'ailleurs, quand vous pensez à harmoniser, rassembler, fusionner, ce sont des termes de musique et qui s'appliquent très bien parce qu'ils permettent à la fois de singulariser chaque espace et de créer une cohérence. Donc on doit absolument imaginer un sound design un jour pour l'Assemblée nationale. Je pense que ce serait utile. Alors plus sérieusement, à la demande d'AXA, nous avons donc imaginé qu'il y a un trio entre l'électronique, l'espace de Paris, qui est la plus belle scène du monde, vue du centre Pompidou, ça a beaucoup d'allure, et puis la caméra qui va chercher une main, un panorama de l'aube au crépuscule. Ce sera vraiment l'accueil. Alors, il aurait été bien que je vous fasse entendre, mais nous avons besoin au moins de 64 haut-parleurs dont vous ne disposez pas ici encore. On pourra vous équiper, la Cité de l'Architecture. Avec 64 haut-parleurs, le public qui sera là pourra être totalement immergé dans cette sensation sonore. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On a beaucoup parlé du pas de 3, et c'est cette immersion qui n'a pas besoin d'image, qui signifie la puissance absolue de la musique. Donc voilà, l'IRCAM, c'est un fleuron de Paris, de la France, et qui a un appétit international. Merci. Merci, et je crois que c'est important aussi dans cette démonstration que vous nous faites, Franck, c'est que justement, on met effectivement cette avant-garde, en fait, cette recherche au service d'une expérience avec un message, avec un contenu qui doit générer de l'émotion et de la valeur. Ça me conduit à une question pour Fabien Lasserre. Donc, vous avez eu à gérer ce projet, en fait, au sein de GSM Project. Quels ont été les défis techniques, en fait, que vous avez dû à surmonter pour élaborer cette scénographie? Et dans ces défis, quelle a été la part de l'innovation? Bonsoir. Des projets comme ça, il y a beaucoup de défis tout le temps. GSM est une agence de scénographie, on conçoit des musées, des expériences de visite. On en est à notre 5e exposition universelle, mais il y a toujours des nouveaux défis quand même. On a beau avoir fait pratiquer l'exercice. Un des premiers défis, c'était une commande de la Cofrex qu'on a tenté de relever avec Justine, entre Justine et GSM. C'était de ne pas proposer une vitrine commerciale, contrairement à d'autres pavillons, d'autres expositions, etc. Donc on a tout notre propos, tout notre travail, c'était vraiment d'essayer de proposer ce pavillon œuvre, comme on l'appelait entre nous. C'est une expérience, créer une expérience qui inspire, qui immerge les publics au sein du pavillon dans l'innovation à la française. Et de là en découle, Justine en a parlé déjà, tout le monde en a parlé, l'amour et la pulsation. Un autre défi de taille, déjà vous en avez parlé tout à l'heure, c'est accueillir 3 millions de visiteurs, essayer d'être dans le top 3, c'est ça? Ça fait à peu près 2500 visiteurs à l'heure, c'est énorme. Je pense que même le Louvre, il n'y a pas autant de visiteurs par jour. Donc c'est des défis de logistique, c'est des défis de flux de visite, c'est des défis d'accessibilité. Donc vraiment, on a pensé tout l'enchaînement des espaces, en collaboration évidemment, pour permettre d'accueillir ce nombre de visiteurs. Mais cette accessibilité physique aussi, mais aussi l'accessibilité au niveau de la compréhension, parce qu'on va recevoir un public très divers, très varié, que ce soit au niveau de la culture, de la langue, et même du temps de visite. Il y en a qui vont passer 10 minutes dans le pavillon, d'autres qui vont y passer 1h30. Donc on essaie vraiment de travailler pour accommoder tout ce monde-là, tout ce public-là. Pour essayer d'unifier tout ça, on a travaillé sur une seule et grande narration, qui est un peu notre fil conducteur de la pulsation. Bien qu'on ait 8 tableaux, quand vous visiterez l'exposition, vous verrez qu'il y a 8 tableaux qui sont autant des tableaux de la France et de ses partenaires Gold. Donc avoir ce fil narratif qui est mené par la pulsation aussi pour apporter quelque chose de compréhensible pour les visiteurs. Chez GSM, on a à cœur de créer des univers quand on fait des projets où on crée un voyage d'un espace à l'autre. C'est ce qu'on essaie de faire ici aussi, ce qu'on appelle quelquefois une expérience sans couture. Donc pour ça, on soigne, c'est un autre des défis, plein de petits détails, des détails de matérialité. On s'est accordé avec les architectes pour reprendre certains matériaux de la façade, les retrouver à l'intérieur, des détails de transition d'une zone à l'autre, etc. Tout ça pour créer vraiment une aventure sonore à travers l'ensemble des 8 tableaux. Et finalement, l'innovation, peut-être, c'est la méthodologie qui a été apportée en partie par Cofrex, auquel on a adhéré tout de suite, c'est vraiment la co-création. Ce pavillon a été co-créé. Je pense que vraiment, on a travaillé main dans la main, soit Justine, GSM, toutes les équipes de la Cofrex, pour se réunir autour d'une table et penser ce pavillon tous ensemble. Donc on sait s'adapter. Chez GSM, on sait s'adapter. On a aux besoins de tous, on a écouté
Et puis on essaie de rester ouvert au maximum. Donc voilà, en ce sens, j'aimerais vraiment remercier Justine, Jacques et toutes les équipes de la COFREC, parce que je pense qu'on collectivement on a réussi, on va créer une expérience qui sera intégrée, immersive, mémorable, inspirante sur la France et qui fera sa singularité. Merci beaucoup Fabien. La question de la fin pour Justine. Cette exposition, je l'ai dit au tout début, on la veut ciblant le public japonais, et notamment allant à la conquête des cœurs japonais. Donc cette exposition doit exprimer un lien fort entre la France et le Japon. Alors, est-ce que vous avez réussi ? Mais pour vous répondre, Jacques, j'ai une question à vous poser. Avez-vous ressenti une connexion inexplicable avec quelqu'un qui dépasse le temps et la distance ? Avez-vous déjà ? Oui ? Je pense, oui. C'est ce qu'on appelle l'akaito. L'akaito, c'est la légende du fil rouge du destin, ce fil invisible attaché à notre auriculaire qui nous relie à notre âme sœur et à notre destinée. Nous avons décidé de mettre en scène ce fil rouge tel un symbole de la connexion profonde entre la France et le Japon. Il matérialise ce qui nous rapproche, ce qui nous lie et guide le visiteur dans le parcours initiatique de l'exposition. Présent tout au long de notre vie, il incarne les moments clés de notre existence, l'amour. Il peut s'emmêler dans les épreuves, se nouer, mais il ne se brise jamais. Le fil rouge rassemble les âmes collaboratives autour de notre projet et illustre cette relation profonde entre les deux pays. Tout au long de l'exposition, plusieurs œuvres explorent cette connexion forte jusqu'à la dernière salle, point d'orgue de cette immersion artistique. Dans cet espace, un archipel imaginaire composé de 3 îles concept met en scène les liens tissés entre les deux pays pour faire face aux défis relevés ensemble. On peut y croiser des personnages subtils, le chien tutélaire polynésien Piero ou celle du chat des montagnes protégées d'Iriomote. Portés par ces îles vaisseaux, des objets témoins survivants d'incendies comme ceux du château de Choury ou de la cathédrale de Notre-Dame, des sculptures contemporaines et créations spécifiques prennent la parole et vont raconter leur histoire. Leurs voix vont s'élever dans un nuage volumétrique tissant une grande narration synchronisée où chaque élément va devenir un fragment de mémoire et d'émotion. Cette installation visuelle et sonore en 3 dimensions nous emporte ainsi dans une puissante immersion de l'amour irrationnel. Le Japon et la France vibrent ensemble, main dans la main, avec la vision des artistes pour imaginer le futur. Et la main, cette autre grande ligne de force de l'exposition, s'exprime à travers plusieurs œuvres présentes. La main comme égérie du savoir-faire, la main comme premier outil de l'humain, premier outil de création, la main pour tisser, broder, façonner, creuser, parler, protester, manifester, protéger, danser. La main qui défie la gravité et fait surgir l'être chez Auguste Rodin. La main qui accompagne et qui prend soin. Et qui nous prend par l'autre main pour nous conduire dans cette expérience de l'autre qu'est l'amour. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Je pense qu'on a tous beaucoup mieux compris effectivement l'expérience que vous nous proposez. Donc maintenant, je vous propose de redescendre parmi nos invités et on va aborder, comme nous sommes assez en retard, nous allons passer en 4e vitesse pour aborder les questions de la vie du pavillon et de la programmation. Alors, un petit commentaire sur la vie du pavillon. Je pense que vous avez compris que ce pavillon est un environnement à multi-activités, où vous pouvez à la fois effectivement avoir des expositions, des talk-shows, des conférences, vous pouvez avoir des expériences de bistrot, des expériences de boutique, la possibilité d'être reçu, d'avoir effectivement la possibilité aussi d'acheter des souvenirs, d'avoir des démonstrations artistiques. Le point commun de tous ces événements, c'est de contribuer, c'est de participer en fait au rayonnement de la France. L'espace principal, vous l'avez vu, il permet effectivement de faire en sorte d'avoir ces événements. Il permet aussi d'avoir des événements, si vous le souhaitez, vous partenaires de nature, je dirais, privée, avec par exemple, ici on le voit, un dîner privé dans le bistrot. Et puis, vous avez quand même un rythme qui est assez important, que je vais expliquer en quelques minutes. D'abord, les expositions temporaires.
un espace de 200 mètres carrés qui fait immédiatement suite à l'exposition permanente. Cet espace vous permet en fait d'accéder à un deuxième univers qui est dédié à une thématique. Nous avons aujourd'hui 4 expositions temporaires en proposition. Une exposition proposée par Céline, du groupe LVMH, une exposition de la fondation Tara Océan et AXA, qui est sur la protection des océans, une exposition du commissariat à l'énergie atomique, qui est autour effectivement de l'innovation et de la question des énergies propres et qui met en valeur en fait comme un showroom technologique le fait que le CEA est le principal déposeur de brevets en fait en France. Et puis une grande exposition Chaumet sur 6 semaines à la fin qui vient conclure cette série d'expositions temporaires. Le deuxième élément, ce sont les journées spéciales. Le 13 avril, c'est l'ouverture. Nous espérons y avoir un parrain et une marraine. Teddy m'a dit tout à l'heure que c'était en travail sur son agenda. Nous y aurons effectivement une manifestation. Le 2 mai, nous avons la journée de la francophonie, de l'égalité homme-femme, dans laquelle AXA est très impliqué. Le 9 mai, la journée de l'Europe, que nous ferons en lien avec les autres pavillons de l'Union européenne. Nous avons une journée de la francophonie, nous avons une journée de clôture, précédée par le 14 juillet, fête nationale de la France, et puis le 13 septembre, non pas le 2 septembre, mais le 13 septembre. Ce qui est important, c'est que 14 juillet, 13 septembre, nous avons accès à d'autres espaces que les espaces du pavillon France, et nous pouvons faire rayonner en fait la France sur l'ensemble de l'espace d'exposition, à travers défilés, à travers spectacles, avec le fait de pouvoir, je dirais, s'impliquer sur des scènes importantes. Ensuite, nous avons les quinzaines thématiques. Les quinzaines thématiques, c'est la façon dont nous programmons, en fait, le séquencement des thèmes, et notamment des acteurs, en fonction en particulier de ce que sont les thèmes de l'exposition universelle elle-même. C'est-à-dire que ce sont des grands rendez-vous où nous invitons les acteurs français de ces différents secteurs à se mettre en valeur à travers des relations qu'ils peuvent avoir au sein du pavillon avec leurs partenaires, leurs distributeurs, leurs investisseurs, leurs clients, mais aussi à se mettre en relation avec les événements sur ces thèmes-là qui existent dans d'autres pavillons ou dans les espaces de l'exposition permanente. Donc en 2 mots, vous voyez effectivement ici, vous voyez Vitagora pour territoire et alimentation durable, ils ouvrent le bal. Égalité et parité avec la marque d'agroalimentaire Bell, qui effectivement se positionne comme une marque employeur, notamment promouvant le rôle des femmes. Ville et port de Dunkerque, à travers la thématique de la mobilité durable. Tara Océan, qui fait écho en fait à ce qui va se passer le 8 juin, qui est le sommet mondial des océans à Nice en même temps. La quinzaine santé avec Dassault Systèmes, climat, éducation, inclusion, création avec Mémoriste et aussi avec la Fondation Carmignac, qui va nous proposer son musée valise. Et puis l'espace, Barisol, qui prend en charge la biodiversité, et MyCom, le sport, qui aura une très grande résonance sur le pavillon. C'est important de noter quand même que ça permet effectivement de renouveler, y compris la communication, les événements, et ça permet aussi de centrer et donner de la visibilité pour les visites ministérielles, pour les visites institutionnelles, et pour faire en sorte de mettre en valeur ces partenariats et ces actions combinées publiques-privées. Là, vous voyez un exemple que José a évoqué tout à l'heure, c'est effectivement la possibilité de mutualiser à ces occasions des activités à la fois sur l'espace Bitro et sur l'espace Event. J'en arrive maintenant à la visite en ligne du pavillon France. C'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir. Vous l'avez vu, le pavillon a une ambition, c'est d'être dans le top 3. Mais ce top 3, ça ne fait que 3 millions de visiteurs. Il y a 30 millions de visiteurs à Osaka, probablement. Et il y a potentiellement des dizaines de millions de visiteurs qui seront intéressés par le pavillon dans le monde entier et en France. C'est pourquoi nous sommes en train de produire avec nos différents partenaires
de l'espace d'exposition permanente, un film 360 qui pourra vous permettre de voir ce pavillon à distance et qui pourra aussi, de façon gratuite, et qui pourra aussi faire l'objet de projections immersives dans des lieux qui ont souhaité le mettre à leur programmation, comme par exemple les instituts français, comme par exemple les alliances françaises partout dans le monde, comme les microfolies et comme les partenaires qui en font la demande. Voilà, j'en ai fini concernant la présentation du contenu du pavillon. Je voudrais simplement dire un grand merci aux équipes de Cofrex, avec Laurent Saillard, commissaire général adjoint, et tous les collègues. Nous sommes une toute petite équipe, nous sommes une petite douzaine, nous sommes dédiés, totalement engagés sur cette activité depuis 2 ans. Nous avons un niveau d'ambition qui est celui de nos partenaires, c'est-à-dire extrêmement élevé. C'est notre bonheur et c'est en notre charge en même temps. Et je dirais, c'est le moment où je voudrais dire à chacun d'entre eux que chacun d'entre eux, à sa place, nous a permis de construire ce qui vous est proposé aujourd'hui. Et je voudrais dire à tous merci. Et Laurent Saint-Martin devait être là. Laurent Saint-Martin, notre ministre du Commerce extérieur et des Français de l'étranger, a été retenu de façon assez inopinée en Pologne avec le ministre de l'Industrie, dans une réunion des ministres du Commerce extérieur et de l'Industrie. Et Laurent Saint-Martin a souhaité nous adresser un message pour conclure cette réunion. Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Japon en France, Monsieur le Président du Bureau international des expositions, Monsieur le Président de la Cofrex, Mesdames et Messieurs les partenaires du Pavillon France, Mesdames les marraines, Messieurs les parrains du Pavillon France, et Mesdames et Messieurs, je ne peux malheureusement être avec vous aujourd'hui. Je suis retenu à Varsovie pour le Conseil ministériel Commerce et Industrie, mais je tenais à vous adresser quelques mots, d'abord de remerciements et de félicitations pour ce dévoilement du Pavillon France. Osaka 2025 va être un événement incontournable dans le monde entier. Le Japon va accueillir le monde pendant 6 mois et s'apprête à accueillir plus de 28 millions de visiteurs sur cette exposition universelle. Et le Japon a décidé de le faire sur une thématique formidable et tellement d'actualité, celle de concevoir la société du futur et celle d'imaginer nos vies de demain. Ce sont derrière cela des valeurs de coopération, d'innovation, dans lesquelles la France se reconnaît tous les jours et qui aura, avec son pavillon et son hymne à l'amour, toute sa place de premier choix lors de l'exposition universelle. Nous sommes tous extrêmement fiers de voir rayonner la France à travers ces secteurs d'excellence qui seront mis à l'honneur. Je pense évidemment au luxe, je pense à l'art de vivre à la française, je pense à la gastronomie, je pense aussi à nos industries du futur sur lesquelles nous investissons tant chaque jour. Et puis évidemment, tout cela ne serait pas possible sans ces acteurs et ces engagés du quotidien qui font le succès de ce pavillon. Et au-delà de tous ceux qui ont travaillé au sein de la Cofrex, permettez-moi de remercier les partenaires de premier plan, notamment LVMH, AXA, Nina Farm, mais aussi le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace, et puis tous ceux qui vont être les égéries, les porte-étendards de cette excellence française. Je pense notamment à nos marraines et à nos parrains, Léa Seydoux, Sophie Marceau, mais aussi Teddy Riner ou encore Antoine Dupont. Merci beaucoup pour cette qualité de travail qui a été faite jusque-là. On a 6 mois à partir du 13 avril avec une journée France qui s'annonce exceptionnelle le 13 septembre. La France va rayonner dans le monde grâce à l'exposition universelle Osaka 2025 et grâce au formidable travail que vous aurez tous fait pour ce magnifique pavillon, l'hymne à l'amour à la française. Je vous remercie. Merci Laurent. Bien, nous en avons terminé maintenant avec cette présentation. Donc vous êtes tous invités à monter quelques étages qui vous permettront d'accéder directement au cocktail dans la galerie des moulages. Et pour ceux qui le souhaitent, parmi les partenaires Gold et parmi les créatifs, je vous propose de venir sur scène ou près de la scène pour pouvoir répondre aux micros tendus des journalistes qui le souhaiteraient. Voilà, merci à vous.